Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Geoffrey. Donc, comme... en effet, j'ai fait le master ici, le master I2SA. Actuellement, donc, je travaille à la clinique Les Lauriers Fréjus en tant que responsable qualité. Et je vais vous parler de deux méthodes dites innovantes d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc tout d'abord, replaçons les choses dans leur contexte. Je vais vous présenter ma vision de la cellule qualité dans un établissement de santé privé. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc la clinique est représentée par ce corps humain, et comme on le sait tous, pour nous, le cœur, c'est le bloc opératoire. Le cerveau, forcément, c'est la direction, c'est elle qui donne les axes stratégiques à adopter. La pharmacie qui stocke nos médicaments, à l'instar du foie qui stocke le sucre dans le corps humain. Nos différents services et la cellule qualité qui fait le lien entre tous ces services. On est amené à travailler avec le bloc, la pharmacie et nos services de soins. Donc, il faut savoir que les établissements de santé sont soumis à certification. La nôtre a eu lieu au mois de janvier. Pour la certification V2014, donc, qui est assurée par la HAS, la Haute Autorité de Santé, deux méthodes d'évaluation ont été mises en place, à savoir le patient traceur et l'audit de processus. Ces méthodes ne sont pas innovantes, mais elles s'assurent que les établissements sont en mesure d'évaluer et d'évaluer leurs propres risques et de mettre en place des actions afin d'y pallier. Donc la certification V2014 s'est bien passée pour nous car nous avons une note de A. Et au-delà de ces deux méthodes d'évaluation imposées entre guillemets par la HAS, nous avons mis en place d'autres méthodes d'évaluation plus innovantes. La première étant la chambre des erreurs et la seconde, la méthode du patient fictif. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la méthode de la chambre des erreurs. Donc il faut savoir que lors de la semaine sécurité patient, nous avons mis au point la chambre des erreurs. Alors qu'est-ce que c'est ? Nous reprenons l'univers d'une chambre patient, à l'intérieur de laquelle nous allons placer différentes erreurs volontairement. Ces erreurs concernent différentes thématiques, comme nous allons le voir dans la slide d'après. Donc les thématiques abordées lors de cet atelier ont été l'identito-vigilance, l'hygiène, la prise en charge médicamenteuse, les accidents d'exposition au sang et les droits des patients. En fait, chaque professionnel qui ont fait cette chambre des erreurs avait un temps imparti pour trouver toutes les erreurs qui avaient été glissées volontairement. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu presque tous les métiers qu'il y a à la clinique. Donc les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, des secrétaires même et des brancardiers. Évidemment, tous ne peuvent pas trouver toutes les erreurs en fonction de leur métier. Quand il s'agit de médicaments, vous doutez bien que la secrétaire médicale n'est pas sensibilisée à ce genre d'erreurs. Enfin, ce n'est pas son métier, mais le but est de se rendre compte de ce que fait le collègue d'à côté. Et par contre, en identito-vigilance, là, c'est elle la première qui est à même de détecter une erreur. Donc le but, c'est de montrer que le collègue a d'autres obligations à travers son métier. Donc les différents résultats ont montré que nos équipes avaient deux points forts, ont trouvé toutes les erreurs concernant l'hygiène et les accidents d'exposition au sang, et que les thématiques en identito-vigilance, en prise en charge médicamenteuse et en droit des patients étaient des points qu'on devait encore améliorer avant la certification. Je rappelle donc que cette chambre des erreurs a été faite l'année dernière au mois de novembre et que la certif était au mois de janvier. Il nous restait encore 2 mois pour nous améliorer. Concernant la satisfaction de ce genre d'atelier, nous avons de la chance parce que la direction est assez sensibilisée à ces méthodes innovantes et nous engage à tenir de tels projets. Et les professionnels de santé qui ont participé à cet atelier ont été très satisfaits en fait, sont même demandeurs. Les questionnaires de satisfaction ont été très, très, très bons. Et c'est pour ça que cette semaine, nous avons recommencé, parce que nous sommes en semaine sécurité patient. Pour ceux qui ne sont pas en établissement de santé, vous ne le savez peut-être pas. Cette année, la thématique est le médicament.
Et donc, je vous le présenterai peut-être en retour d'expérience, mais cette année, nous avions fait un pilulier des horreurs. Donc, nous avions des prescriptions. Avec l'aide de la préparatrice en pharmacie, nous avions préparé un pilulier et chaque professionnel de santé, en fait, devait comparer les ordonnances au pilulier et détecter les erreurs qui avaient été volontairement commises. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler d'autres exemples de méthodes innovantes, à savoir la méthode du patient fictif. Alors, plutôt qu'un long discours, je vous laisse une petite vidéo qui vous expliquera. Dans le cadre de la semaine sécurité patient, la clinique Les Lauriers a organisé le scénario d'un patient fictif. La patiente du docteur Martin vient pour l'extraction de 2 dents de sagesse. Avec la complicité du chirurgien et de l'anesthésiste, des erreurs ont été volontairement commises pour cette intervention. Nous allons donc voir le processus d'identito-vigilance et les différents points de contrôle à respecter. Bon film. Voilà, donc en fait cette méthode est assez peu utilisée, elle est utilisée dans certains établissements. Donc tout simplement, nous avons, avec la complicité d'un chirurgien, d'un anesthésiste et d'une fausse patiente, qui était en fait une infirmière, nous avons fait des erreurs dans son admission, dans les documents qu'elle devait apporter, enfin, son consentement, etc., les allergies qui avaient été oubliées. Le but étant de vérifier que à chaque étape de sa prise en charge, les règles en matière d'identito-vigilance de nos professionnels de santé étaient bien respectées. Donc on n'avait pas prévenu le personnel. Donc un jour J, quelqu'un s'est présenté et en fait il y avait des erreurs dans notre centrale de réservation, le nom était mal orthographié, la radio elle venait pour des dents de sagesse, donc sa panoramique dentaire n'était pas au bon nom, etc. Donc ici, sur cette scène, vous voyez, donc c'est le service d'accueil. Donc ce sont des erreurs d'identito-vigilance primaire, comme on les appelle. Donc elles ont été détectées avec succès. La seconde étape, c'est quand la patiente arrive dans le service de soins. Là, l'infirmière prend le dossier et vérifie son identité à travers le dossier, le bracelet d'identito-vigilance, etc. Troisième étape, c'est le brancardier. Là encore, il faut encore poser des questions. Toujours des questions ouvertes, pas des questions fermées. Dernière étape de la prise en charge, c'est au bloc. Donc on a un SAS en arrivant au bloc. Là encore, le patient, on vérifie que c'est le bon patient, on lui redemande son identité. On revérifie le dossier, on revérifie le côté à opérer. Voilà, c'est des choses, c'est des règles qui sont obligatoires en fait. Et donc en fait, cette méthode du patient fictif a aussi été effectuée l'année dernière pour la semaine sécurité patient. Et à travers cette méthode, en fait, quelques mois après, on nous a demandé de filmer, de reconstituer cette méthode du patient fictif. C'est pour ça que vous venez de voir différentes scènes. Donc on a repris exactement les mêmes professionnels de santé, on a rejoué les scènes. Et le but de cette vidéo, c'est de sensibiliser à la fois les professionnels de santé sur l'identito-vigilance et le grand public. Voilà, parce que là, le patient doit lui aussi être acteur de sa propre sécurité. Donc nous avons donc fait une vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc si vous avez une application de QR code, vous y tomberez directement. Sinon vous tapez patient fictif sur internet et on est la première vidéo normalement, puisqu'on est la seule. Et voilà. S'il y a bien une chose à retenir de ce genre de projet dit innovant, c'est cette formule mathématique. Une demi-décision égale le bordel au carré. Et afin d'éviter, parce que au début quand on se lance là-dedans, tout le monde a de bonnes idées, mais c'est pas très cadré. Et c'est là où le responsable qualité, avec les enseignements qu'on a eu au master ici, rentre en jeu et sont très importants. Quand on fait une gestion de projet, voilà, on cadre les choses, le périmètre, les livrables, les acteurs. Et je pense que c'est ce qui permet de mener à bien un projet au bout et qu'il soit plutôt bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le QR code est disponible si vous voulez voir la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, vraiment très impressionnant. Merci. Juste deux questions, une remarque. Vous avez mis dans la chambre des erreurs un certain nombre d'acteurs. Oui. Est-ce que vous avez imaginé une chambre des erreurs pour l'équipe de direction? Ah, alors que la direction participe à la chambre des erreurs ou un truc qui a trait à leur univers à eux et qui plutôt sur leur univers à eux? L'idée, c'est que dans le système, on l'a vu, c'est un corps. Et c'est vrai que les erreurs peuvent se glisser dans tous les éléments du corps. Donc bon, c'est une question, j'imagine que là on était plutôt sur le patient, autour du patient, mais c'est vrai que ça peut être un peu stigmatisant en se disant les erreurs dans notre institution sont essentiellement liées aux soignants, alors que c'est vrai que chaque acteur peut être potentiellement source d'erreur. Deuxièmement, la question du patient fictif ou un peu le patient ou le client mystère chez McDonald's. Tout à fait, c'est un peu ça. Est-ce que donc il s'agit d'une évaluation qui est formative? Qu'est-ce qu'il en est donc puisque les professionnels ne sont pas au courant, qu'est-ce qui va être fait de ces éléments-là? Imaginons qu'il y ait une personne qui soit en difficulté avec son cadre et qu'elle soit justement ce jour-là la personne qui va recevoir et qu'il va y avoir une erreur qui va être faite. Est-ce que ce type, est-ce qu'après dans le fantasme des équipes, il n'y a pas de se dire que le patient fictif peut être une source après pour jouer sur un changement de poste, voire le renvoi d'un... Normalement, par rapport à ça. Alors en fait à la fin de cette évaluation, quand on a eu on a expliqué au fait aux professionnels de santé que c'était pas une vraie patiente, puisque de toute façon ils se sont, je pense, rendu compte assez vite, il y avait enchaîner plusieurs erreurs d'identito-vigilance, c'est pas souvent quand même, c'est même jamais. Mais on a fait un retour d'expérience en fait. Le but c'était de parler des différentes barrières qui ont fonctionné ou pas fonctionné. Et en aucun cas de stigmatiser quelqu'un. C'était vraiment une approche processus dans son ensemble. Et le but n'est pas de pointer du doigt l'erreur d'un professionnel de santé en particulier. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si en pratique ça peut arriver dans certains établissements. Ici, ça l'a pas été. Donc voilà. Dernière, une remarque. Donc, quand vous faites le corps, vous mettez que le cerveau, c'est la direction. Moi, je suis sûr, on a des directeurs qui sont extrêmement puissants, mais c'est vrai que en fait, je pense que l'intelligence, elle est vraiment dans tout le corps. Oui, je le représente par le cerveau parce que pas le corps humain. Mais en fait, c'était plus dans le sens où c'est eux qui imposent l'axe stratégique qu'on donne à l'établissement. Je rappelle qu'on a un établissement de santé privé, un tout petit établissement, on a 40 lits, rien à voir avec le CHU. Et en effet, c'est eux qui prennent les décisions. Mais au moins, c'est vrai que si on... Les grandes décisions, disons, vraiment les axes sur 5 ans, le projet d'établissement, clairement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Bravo pour la présentation. Oui, très bien, c'est noté. Oui. C'est tout bon. Alors moi je connais pas la clinique où tu as travaillé. Je voulais savoir, quand tu as fait la chambre des erreurs, tu l'as fait une seule fois ou est-ce que tu as pris le temps de le faire dans plusieurs services différents? Alors il faut savoir qu'on n'a que 2 services, le service ambulatoire et le service d'hospitalisation. Donc j'ai pris une chambre qui était libre, un jour donné, un seul jour. Et j'ai fait, par contre, le personnel venait et du service de chirurgie, enfin d'hospitalisation, et du service ambulatoire. En effet, quand il y a une très grande structure, comme le CHU, je pense en effet qu'il faut tenir toute la semaine avec la chambre, largement si on veut plus de retours que ça, et forcément dans plusieurs services. Mais après, peut-être que
Non, alors là, non, c'est des erreurs assez globales, mais peut-être que par service, il y a des particularités, et c'est là où ça devient intéressant. Je ne sais pas si le service ortho a les mêmes particularités que le service d'urologie, ou etc., quand on est au CHU, mais ça pourrait être intéressant d'adapter tout à fait. Et l'idée qui a été émise, c'est, parce que du coup, notre bloc opératoire était un peu jaloux, donc... Certains sont venus la faire, mais c'est pas leur quotidien, donc on a pour projet de faire la même chose, mais avec une salle d'opération des erreurs, en fait, adaptée à leur service. Et une dernière question. Oui. Quel retour tu as eu des soignants, justement, sur ces 2 expériences? Eh ben, ils étaient très contents, parce que, en fait, ce genre d'évaluation, c'est pas moi qui viens avec une grille et qui met des petites croix dans des cases, comme on l'entend souvent, ou que ce soit le cadre qui fasse cette évaluation. C'est à la fois formatif, et c'est pas une formation où ils sont assis pendant 2 heures, c'est des éponges, ils absorbent tout, et ils en retiennent pas grand chose, malheureusement. Là, ils sont acteurs, en fait, et du coup, le fait de passer un par un, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, il y a un temps d'échange qu'ils n'auront pas forcément quand ils font une formation. Ils sont 20, et à part 2 ou 3 qui sont un peu leaders, qui vont prendre la parole pour poser des questions, là, chacun me parle, ou parle à la cadre qui était là avec moi, et c'est mieux qu'une formation de 2 heures, je trouve. Alors, moi, je voulais juste savoir, à ton avis, est-ce que c'est réalisable dans une plus grosse structure, sachant que je ne sais pas comment ça se passe exactement dans la clinique, mais on sait qu'à l'hôpital, les professionnels de santé tournent beaucoup. C'est très tournant, c'est pas toujours les mêmes aides-soignants, c'est pas toujours les mêmes médecins. Est-ce que tu penses que c'est... L'avantage de ces règles-là, ce sont des règles basiques qu'on retrouve dans tous les établissements de santé. Les règles concernant l'hygiène, quand c'est les collecteurs d'aiguilles, tous les établissements de santé doivent marquer la date et le service, et c'est partout pareil. Même s'il y a du turnover, même si c'est des étudiants, parce que même les étudiants peuvent le faire, hein, au contraire, normalement ils ont toutes les mêmes règles. Après, il peut y avoir des spécificités en fonction de l'établissement, et là c'est là où c'est intéressant d'adapter cette chambre des erreurs à son établissement si on a mis en place des règles plus précises, mais en soi c'est transposable à chaque établissement de santé. Une fois qu'on a la méthode, le matériel et les gens qui sont OK pour le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres... Marche Il y a pas. un flou de batterie. Oui, oui. Moi, je voulais donner un exemple de la chambre des erreurs. Je travaille dans un centre de rééducation dans l'Est, mis en place pour l'autovigilance. Et c'est vrai qu'on l'a fait au cours d'un forum qualité où on présentait toutes les instances de travail. Oui. Le personnel est venu faire cette chambre des erreurs. Et je pense qu'on va la reproduire aussi. On a des réunions d'accueil des nouveaux salariés ou des étudiants. Et donc, je pense qu'on le refera aussi à ces occasions-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça montre, voilà, tout le monde est actif dans cette recherche. Ouais. Merci. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si on n'est pas un peu en désaccord avec ce qui nous a été dit hier matin, puisque on a dit qu'il ne fallait pas stigmatiser. Alors là, on a une chambre des erreurs. Peut-être que c'est une chambre des secrets qu'il faudrait, parce que même le patient a des secrets. Et donc, quelque part, si on continue là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Quant au schéma, effectivement, il y a quelque chose qui apparaît sur, comment dirais-je, sur le schéma de Geoffrey, qui est plus, on va dire, une métaphore des systèmes d'information, mais quelque part, il se l'est approprié comme étant effectivement la démarche qualité. Et que quelque part, la vie de tous ces organes ne vaut que parce qu'il y a des gens qui font du lien. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de se réapproprier, on va dire, la compétence communication qu'un, entre guillemets, un ingénieur qualité gestion des risques doit avoir, ou en tout cas, lorsqu'on s'intéresse aux risques, la logique de la communication est extrêmement importante. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'approche de Geoffrey, et j'y pense depuis qu'il a présenté, puisque ça a été son stage, son mémoire de stage, et c'est pour ça qu'il est là.
Je voulais absolument qu'on témoigne finalement de la portabilité dans tous les secteurs de ce type d'approche et effectivement du souhait de reproductibilité. C'est que derrière, on peut très bien mettre à côté du cerveau une hyperthermie maligne, une convulsion, on peut mettre à côté du cœur une ischémie, c'est-à-dire qu'en fait, pour parler à des soignants, on peut très bien prendre la métaphore des maladies d'organes pour pouvoir, entre guillemets, parler des dérèglements de l'entreprise. Une maladie de surcharge qu'on va trouver au niveau du foie ou bien une cirrhose va avoir des conséquences de la même manière. Et ça, je crois que c'est aussi important, et c'est la première fois finalement que je le vois présenté de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on se réapproprie des concepts professionnels, des concepts du métier, mais cette fois-ci au service de l'organisation. La métaphore du système nerveux et du système vasculaire sur les systèmes d'information, elle est vieille comme Hérode, et pourtant elle ne permet pas, on va dire, aux étudiants de comprendre ce que c'est réellement un système d'information, tout simplement parce que derrière, c'est extrêmement conceptuel et que un manager n'a pas forcément connaissance du fonctionnement comment dirais-je, du corps humain. On sait qu'on reste sur la grande et la petite circulation, et puis ensuite, peut-être que derrière l'intimité fonctionnelle des organes, on la comprend pas très bien. Et donc, j'oserais dire qu'il y a la gestion des déchets aussi, et donc ça va jusque dans cette métaphore-là, et je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est aussi dans la logique, finalement, d'une forme de réappropriation des concepts du métier, dans une forme un petit peu plus ludique, en tout cas où on comprend, tiens, effectivement, une ischémie, c'est une absence d'irrigation. Je communique quoi? Je communique des hormones, mais surtout, je communique l'oxygène de transporter. Là, le sens de la communication prend. Et puis, le dernier point, et je te fixe droit dans les yeux, Alain, avec Laetitia à côté, la réforme du deuxième cycle va amener en fait ce qu'on appelle des OXI ou des ECOS, c'est-à-dire les examens cliniques objectifs standardisés. Et donc on veut évaluer les étudiants dans une situation, alors virtualisée, je dis bien parce qu'elle est réelle. Et on va évaluer à la fois sa capacité de mesure de l'environnement, de prise en compte du contexte, de prise en compte du patient, et puis décortiquer son mécanisme de raisonnement. Il existe dans le programme de ce deuxième cycle quelque chose qui s'appelle sécurité, risque, accident transfusionnel, etc. Et donc cette chambre des secrets, c'est ni plus ni moins que le prototype d'un ECOS qu'il va falloir construire pour nos étudiants. Où là, on va mettre un peu, on va sortir le centre de simulation, on va sortir du patient, simplement, on va mettre 3 ou 4 infirmières et on peut très bien évaluer un étudiant dans une REX, par exemple, ou bien dans une analyse, une réunion de morbimortalité. On leur demande d'apprendre ça, ils y comprennent rien du tout. Et je pense que la vision pédagogique que l'on connaît sur les sites, elle peut... Alors, je ne sais pas si ça se fait dans les centres, dans les instituts de formation en soins infirmiers. Hier, on l'a abordé par rapport au Kinérium et au fait de dire, mais oui, mais le mouvement qu'on filme, il est peut-être sujet, entre guillemets, pas à caution, mais en tout cas, risque 2, etc. Et puis, il y a la variante du malade, ou il y a la variante du geste en termes de dépistage. Tout simplement un tiroir par rapport à un problème de stabilité du genou. Donc, et je crois que ce qu'on est en train, là, peu à peu, ça émerge. Alors c'est un peu intuitif ce matin, mais c'est vrai que c'est présent un petit peu dans nos têtes. L'idée de dire que ce que l'on peut produire pour pouvoir comprendre l'identification et le management et bien derrière va aussi, je pense, pouvoir servir aux étudiants en médecine. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour l'instant, je ne pense pas qu'on l'ait pensé dans un quelconque institut de formation. Et surtout, peut-être, chambre des erreurs, hier on a vu que un des éléments du jeu, ou en tout cas de la pédagogie, c'est justement de renforcer, de se servir de la moindre parcelle, on va dire, qui existe chez nous, qui va faire qu'on va réussir. Et dire qu'alors bien sûr que ce sont des erreurs, en fait, quelque part,
on a un peu inversé, c'est-à-dire qu'on prend la maladie comme étant l'aboutissement, donc c'est l'outcome, et puis on essaye d'anticiper les causes. Et quelque part, peut-être que si on le rentre dans une logique de ludification, quand on parle de clients mystères, on est bien dans cela. On ne parle pas de patients fictifs. C'est peut-être intéressant que juste on reprenne un peu ces éléments que l'on trouve dans les autres domaines. Voilà, donc c'était pour toi spécialement, Alain, et pour essayer de se dire, eh bien, sur tout ce qui est effectivement santé publique, de façon générale, dans la compréhension de ce que c'est un risque, de ce qu'est finalement la chaîne inexorable qui va faire que je meurs d'un accident transfusionnel, alors que j'avais rien demandé dans une pipe. Hein. En plus, le toit il m'est tombé dessus, j'ai vraiment rien de chance, quoi. D'accord ? C'est entre guillemets bien ancré là-dedans, et en fait, ce qui est important aussi, c'est que le fait de sortir tout ça des bancs de la fac, et de mettre, j'oserais dire, dans un établissement privé, dans notre culture française, on sait bien que voilà, tout se fait que dans le public. Pas vrai, il y a beaucoup de choses. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus, et je crois que c'est extrêmement important pour nous en tant qu'enseignants, et par rapport à ce que tu nous as présenté hier, Alain. Et donc essayer de faire des ateliers qui simulent une réunion de service dans laquelle on va, au lieu de faire venir le patient, on va faire une écosse sur une réunion de morbi-mortalité. Et alors, quel est le problème ? Merci. Alors, tu vas rester pas très loin de nous, hein, Geoffrey.